Recevons les carnets, comme promis, semaine avec Anton Tchekhov. Ma découverte cet été, oui, j'avais laissé jusque-là ce voyage de Tchekhov à Sakhaline et le livre qu'il en produit l'année suivante, qui s'appelle simplement L'île de Sakhaline, notes de voyage. Et dans ces notes de voyage, il y a une part enquête, il a 10 000 fiches, il y a 11 000 personnes sur cette presqu'île qui est grande comme la France, et il a l'autorisation d'entrer dans toutes les pauvres baraques, tous ces coins de prison de Bahreïn, sauf les prisonniers politiques. Et à chaque fois, il remplit consciencieusement une fiche avec le nom, prénom, la situation, ce qui les a amenés là. Est-ce que ça compte ? Mais finalement, ce substrat, qui est une espèce de protocole qui permet d'aller partout, d'entrer dans les maisons, ça s'annule. Pourquoi ? Parce que Tchekhov, c'est celui qui se saisit des corps, il saisit des corps à pleine main, dans ces tout petits rouages, quelle que soit la position sociale. Et c'est ça qui est fabuleux dans ces récits. C'est quelqu'un aussi qui écrit en permanence les paysages et ce lien entre homme et paysage, ce qu'il faut dire nature, de toute façon. Là, c'est tellement dur, tellement gris, tellement froid, tellement l'épreuve partout de la mort. Et puis, le châtiment, évidemment, déjà en 1890, obsolète. Et il suffira, en tout cas, le témoignage de Tchekhov va contribuer. Oui, mais bon, les zones punitives dans la vieille Russie et la Sibérie, c'est pas ça qui l'arrêtera. Et hier, j'ai parlé un petit peu de la découverte, ce mystère pour moi que Tchekhov ne s'explique pas sur ce départ, ce qu'il pousse à partir, à cheminer pendant 4 mois dans la boue, le froid, les carrioles, les bateaux qui s'échouent, jusqu'à finir par pouvoir s'embarquer pour le port de Sakhaline. Et puis 3 mois plus tard, un peu plus de 2 mois plus tard, mais il faudra attendre plus de 3 semaines au sud, en pleine épidémie de choléra au Japon, qu'un bateau l'emmène par l'Asie, et il mettra plus de 4 mois aussi à revenir. Donc en gros, plus de 10 mois d'absence. Et ce retour, jamais il en écrit, il y a quelques allusions par-ci par-là dans les lettres, mais c'est descendre à Singapour, Hong Kong, et puis là, la traversée jusqu'à l'île de Ceylan, l'actuel Sri Lanka, qu'il traverse en chemin de fer, totalement ébloui, et puis ensuite le bateau qui le ramène par le canal de Suez, les Dardanelles, jusqu'à Sébastopol en Crimée. Et là, silence sur ce contournement du monde, loin évidemment de... Qu'est-ce qu'il relie à cette terre ? C'est que cette terre, quelle que soit la difficulté, c'est aussi la terre d'écriture. Et pour moi, une autre question, et ça va être ça la première incursion là, dans Sakhaline, il y a des portraits, je voudrais lire 2 portraits. Tchekhov construit toujours des fictions, et toujours ce rapport de refabriquer donc des êtres littéraires, des êtres auxquels seule la littérature donne illusion de présence dans le pacte avec nous, lecteurs. Et cette construction, évidemment, c'est la totalité de l'art de fiction. Et c'est pas n'importe qui y arrive. Maupassant, par exemple, Tchekhov, c'est ce qu'il partage avec lui, il est fou de Maupassant. Mais là, ces êtres auxquels il est confronté, le devoir, c'est de ne pas inventer, de ne pas entrer dans la fiction. C'est-à-dire que le réel, toute intervention de fiction ne pourrait que l'affaiblir, l'arrondir, le lisser. Et quel rapport, justement, entre des grands récits qui sont juste d'avant, Sakhaline, il n'y a pas d'avant et d'après pour ce qui est au niveau des récits. Là, la steppe, par exemple, quel sommet de la littérature universelle. Et puis, ce qui suivra, Sakhaline, mais évidemment encore plus noir, parce que c'est le Tchekhov qui va mourir à 43 ans et qui sait qu'il est dans le compte à rebours, salle 106, par exemple. Alors,
simplement l'accompagner. J'ai lu ce livre, Le Phare. Les promenades que j'ai faites dans Alexandrovsk et les environs, en compagnie du fonctionnaire des postes, m'ont laissé un souvenir agréable. Le plus souvent, nous allions jusqu'au phare qui surplombe de très haut la vallée, au cap Jonquière. Vu de jour, d'en bas, le phare n'est qu'une maison modeste, blanche, nantie d'une tourelle et d'un feu, mais la nuit, sa lumière troue les ténèbres. Il semble alors que c'est le bagne qui braque son œil rouge sur le monde. Curieux, parce que ça, c'est le théâtre comme œil rouge, ou capter cet œil rouge, c'est une figure qui est dans La Mouette, qui est écrite bien longtemps avant. Le chemin qui y mène est abrupt. Il tourne en spirale autour de la montagne, entre de vieux sapins, de vieux mélèzes. Puis on monte, on respire librement. La mer s'étale sous vos yeux, peu à peu. Vous vous laissez gagner par des pensées qui n'ont rien à voir avec la prison, le bagne, la colonie pénitentiaire. Et c'est là que vous comprenez enfin combien la vie que l'on mène en bas est triste et dure. Et maintenant, on va aller voir les personnages. Alors j'en ai choisi 2 parmi les dizaines là, qui se... Comme dans ces traversées des enfers de Dante, chaque pas... C'est une scène de quelqu'un qui est en action, et cette action dévore celui dont on parle. Mais il n'y a aucune allusion littéraire, là, ni Shakespeare, ni Dante, et tout ça, mais c'est au même niveau. La voie ferrée et la Slobodka ne sont pas les seules curiosités qui s'offrent entre le bord de mer et le poste. Il y a encore la traversée de la Douïka. Au lieu d'une barque ou d'un bac, on voit flotter sur l'eau une grande caisse, parfaitement carrée. Le commandant de cette embarcation, unique en son genre, est le forçat La Beauté, Krasivi, qui ne se rappelle rien de sa parenté. Âgé de 71 ans, il est bossu, les omoplates saillantes, une côte cassée, un pouce manquant, le corps couvert des cicatrices de bastonnades, coups de verge qu'il a reçus autrefois. Presque pas de cheveux blancs, on dirait plutôt qu'ils se sont décolorés. Les yeux bleus, limpides, le regard gai, bienveillant. Je n'ai pas dit, évidemment, ça pour moi c'est extrêmement important dans Sakhaline, donc avec préface de Roger Grenier, la traduction et note de Lily Denis, vous savez, la sœur de Elsa Triolet qui a traduit aussi le théâtre. Une des traductrices du théâtre. Il est habillé de guenilles, va pieds nus. Il est très vif, disert, aimant le rire. En 1855, il a déserté par bêtise et s'est mis à trimarder, prétendant avoir oublié sa parenté. On l'a arrêté et expédié en Transbaïkalie, servir chez les Cosaques, à ce qu'il dit. Dans ce temps-là, m'a-t-il raconté, je croyais qu'en Sibérie, les gens vivaient sous terre. Alors, en cours de route, je me suis trissé. C'est à Tioumen. Je suis arrivé à Kamislov. Là, on m'a arrêté, condamné à 20 ans de bagne et 90 coups de fouet, votre haute noblesse. On m'a expédié à Kara. On m'y a flanqué ces fameux coups de fouet, et de là à Sakhaline, Korsakovsk. Je me suis évadé de Korsakovsk avec un camarade. Je ne suis pas allé plus loin que Douy. Je suis tombé malade. Je n'ai pas pu continuer. Mon camarade est arrivé jusqu'à Blagoveshchensky. Je suis en train de tirer ma 2e peine. Au total, ça fait 22 ans que je vis à Sakhaline. Et mon seul crime, c'est d'avoir déserté. Alors pourquoi tu caches ton véritable nom à présent? À quoi ça te sert-il? Je l'ai dit à un fonctionnaire l'an dernier. Et alors? Rien. Le fonctionnaire m'a dit « Le temps qu'on établisse les papiers, tu seras mort. Reste comme tu es, à quoi ça t'avancerait ?» Il a sûrement raison. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps, mais tout de même, mon bon monsieur, ma famille saurait où je suis. Comment tu t'appelles? Ici, je m'appelle Ignatiev, Vassili Ignatiev, votre haute noblesse. Et pour de bon. La Beauté réfléchit et me dit « Nikita Trofimov, je suis du district de Skopinsk, gouvernement de Ryazan. » Et me voilà en train de traverser la rivière dans ma petite boîte. La Beauté
prend appui sur le fond avec une longue perche, tout son corps chétif, osseux, se tend. La tâche n'est pas des plus faciles. C'est pas trop dur? Ça peut aller, votre haute noblesse. Personne ne me presse, j'y vais tout doux. Il me raconte que depuis les 22 ans qu'il est à Sakhaline, il n'a pas passé une journée au cachot, ni reçu un seul coup de verge. Parce que moi, quand on m'envoie scier du bois, j'y vais. Quand on me met cette perche entre les mains, je la prends. On me dit d'allumer les poêles des bureaux. Je les allume. Il faut obéir. Pourquoi offenser le ciel? J'ai la bonne vie, Dieu soit loué. En été, il habite une yourte près du ponton. Une yourte qui abrite quelques hardes, une miche de pain, un fusil et qui sent l'aigre. Le rend fermé. Je lui demande à quoi sert le fusil. Il répond que c'est contre les voleurs et pour tirer les courlis. Il rit. Le fusil est hors d'usage, il n'est là que pour la montre. En hiver, il se fait garçon de chauffe et habite le bureau du débarcadère. Un jour, je l'ai vu, les pantalons roulés au-dessus du genou, découvrant des jambes nerveuses et violettes. Tiré en compagnie d'un Chinois, un filet où miroitaient des saumons argentés, dont chacun était aussi gros que nos cendres. Je l'ai interpellé, il m'a répondu d'un air réjoui. Notre portrait, récit de Yegor. Celui-là fait beaucoup penser à Dostoïevski. Mais on y va. Juste, ouais, c'est tout simple. Prendre un livre et lire. Le docteur chez qui je logeais est reparti pour le continent peu de temps après avoir été licencié. Je me suis installé chez un jeune fonctionnaire. Homme de bien, s'il en fut. Il n'a qu'une seule servante, une vieille petite Russienne condamnée au bagne, plus un forçat du nom de Yegor, qui passe au hasard, environ une fois par jour, garçon de chauffe qu'on ne considère pas comme son domestique, mais qui, par déférence, apporte le bois, débarrasse les eaux grasses de la cuisine, assure d'une manière générale les besognes qui dépassent les forces de la vieille. Parfois, assis à ma table, je lis, j'écris. Tout d'un coup, j'entends un bruit sourd, une respiration lourde, quelque chose de massif vient tourner autour de mes jambes. Sous la table, Yegor, pieds nus, ramasse des morceaux de papier ou essuie la poussière. C'est un homme d'une quarantaine d'années, d'allure gauche, pataude, un empoté, au visage naïf et même à première vue assez sot, avec une bouche aussi large que celle d'une lotte. Il est roux, la barbiche maigre, les yeux petits. Il ne répond jamais tout de suite à mes questions. Il commence par loucher sur moi, me demander « Et quoi ?» ou « À qui que tu causes ?» Il me donne de la haute noblesse, mais me tutoie. Il peut rester une minute les bras croisés, se trouve du travail partout où il va, tandis qu'il vous parle, ses yeux cherchent quelque chose à ranger ou à réparer. Il ne dort que 2 ou 3 heures par nuit, faute de temps. Les jours de fête, il se tient d'ordinaire à quelques carrefours, une veste passée par-dessus sa chemise rouge, le ventre sorti, les jambes écartées. Il appelle ça se promener. Il a construit son isba de ses propres mains. Il fabrique des seaux, des tables, des armoires, plus ou moins savetées. Il sait fabriquer des meubles, mais seulement à part soi, c'est-à-dire pour ses propres besoins. Il n'a jamais cherché querelle à personne, n'a jamais été battu. Une seule fois dans son enfance, son père l'a fouetté parce qu'il avait laissé entrer le coq au potager alors qu'il était chargé de surveiller les pois. Un jour, nous avons eu la conversation, que voici. « Pourquoi on t'a expédié ici ?» lui ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu dis, votre haute noblesse ? Pourquoi on t'a envoyé à Sakhaline ? Pour meurtre ? Raconte-moi. Raconte-moi depuis le début. Comment c'est arrivé ?» Il s'est appuyé au chambranle de la porte, les mains derrière le dos, s'est mis à parler. On était allé s'entendre avec Vladimir Mikhailovitch, notre barine. Question bois, scie, livraison à la gare. Bon, on s'est entendu, on est reparti à la maison. On n'était pas bien loin du village quand ils m'ont envoyé au bureau avec mission de faire enregistrer la chose. Moi, j'étais à cheval. À mi-chemin du bureau, l'Andrei me fait faire demi-tour. La rivière était débordée, il n'y avait pas moyen de passer. J'irai au bureau demain pour le lopin que j'ai en location. Je ferai enregistrer cette question du même coup. Bon, de là on est reparti ensemble. Moi sur mon cheval, le reste de la compagnie à pied. On arrive à Parakino. Les autres mougés qui sont allés fumer une pipe à l'estaminet, l'Andrei et moi, on est restés par derrière sur le trottoir près de l'auberge.
Alors il me dit, t'aurais pas 5 kopecks, vieux frère? J'ai envie de boire un coup. Alors je lui fais comme ça. Tu sais comment que t'es, vieux frère? Si t'entres pour en boire 5 kopecks, t'en ressortiras que fin sou. Alors lui, non, je ferai pas, je bois juste un petit coup, je rentre à la maison. On a rejoint les moujiks, on les a embauchés pour un quart de seau. On s'est cotisé, on est entré à l'estaminet, on s'est acheté la vodka, puis on s'est assis à une table, on s'est mis à boire. Bon, à Brest, j'ai dit. Attends, me coupe pas, votre haute noblesse. Quand on l'a eu fini, cette vodka, le gars, l'André, je veux dire, il reprend une demi-chopine de vodka au poivre. Il m'en verse la moitié, s'en verse l'autre. Ce qui fait qu'on en a bu chacun un verre. Alors là, ils sont tous sortis de l'estaminet pour rentrer chez eux. Nous, on les a suivis. J'avais mal au rein d'être en selle, alors j'ai mis pied à terre. Je me suis assis au bord de la rivière. Je chantais des chansons, je plaisantais. On s'est rien dit de mal. Après ça, on s'est levé, on est reparti. Je l'interromps, mais parle-moi du meurtre. Attends. Une fois rentré, je m'ai mis au lit, j'ai dormi jusqu'au matin, jusqu'à ce qu'ils viennent me réveiller. Viens-t'en, ils me disent. Quitte-vous à tabasser l'Andrei. Là-dessus, on le ramène. L'Andrei et le brigadier est arrivé. On nous a tous interrogés. Il n'y en avait pas un pour avouer. On croyait tous que c'était le Sergueï. Et on s'est tous mis à le surveiller, des fois que l'envie lui prenne de se faire passer de vie à trépas. Le lendemain, voilà l'Andrei qui meurt. Alors le Sergueï, sa famille lui a fait la leçon, sa sœur, son beau-père, quoi. Ne nie pas, Sergueï. De toute façon, les carottes sont cuites. À vous. Mais trouve-toi un compagnon de ceux qui étaient au plus près. À 2, ça arrangera un peu tes affaires. Dès que l'Andrei a été mort, on est allés tous ensemble voir le starost et on l'a fait savoir au Sergueï. Nous autres, on le questionne, il refuse d'avouer. Après, on l'a laissé rentrer coucher chez lui. Mais il y en avait toujours qui le surveillaient, des fois qu'il se fasse passer de vie à trépas, parce qu'il avait une carabine. C'était dangereux. Le lendemain matin, nom de nom, il avait disparu. On s'est tous mis ensemble pour fouiller chez lui. On l'a cherché dans tout le village, dans tous les champs. Puis après, ils sont venus de la gendarmerie nous dire que le Sergueï y était déjà. Et ils se sont mis à nous emmener, nous aussi. Et Sergueï, tu sais, chef de poste, le brigadier, il se fout à genoux devant eux, il nous dénonce. Comme quoi, les enfants d'Ephrem se préparaient à casser la gueule à l'Andrei depuis 3 ans bien comptés. On s'est retrouvés tous les 3 sur la route, Ivan, Yegor et moi, qui le dit. On s'est entendu pour lui tomber dessus. Moi qui le dis, je lui ai filé un coup de tranche racine. Et Ivan et Yegor, ils s'y sont mis à coups de poing. Alors moi, j'ai eu la frousse, je m'ai mis à courir. J'ai rejoint les moujiks qui étaient derrière. Après ça, Ivan, Kirsha, Sergueï et moi, ils nous ont emmenés à la prison de la ville. Qui sont Ivan et Kirsha? Mes frères. Piotr Mikhaïlitch, le marchand, est venu à la prison. Il nous a repris sous caution. On est resté comme ça jusqu'à la fête de l'intercession de la Vierge. On était bien traités, on s'est retrouvés en bon état. Le lendemain, on est allé passer en jugement à la ville. Kirsha avait des témoins, les moujiks de derrière. Ils l'ont tiré d'affaire. Mais moi, mon vieux, je me suis retrouvé coincé. Le tribunal, je lui ai dit ce que je suis en train de te dire, ce qui s'était passé pour de vrai. Le tribunal, il n'a pas voulu me croire. Tout le monde dit pareil. Jure, c'est grand Dieu. Et tout ça, c'est pas vrai. Alors, ils m'ont condamné et hop, en prison. Là, j'étais sous les verrous. J'étais préposé aux tinettes. Je balayais les cellules, je distribuais la pitance. Ils me donnaient chacun une ration de pain par mois, pour ma peine. Ça fait dans les 3 livres par tête. Quand on a su qu'on allait partir, on a envoyé un télégramme à la maison. C'était avant la Saint-Nicolas. La femme et mon frère, Kirsha, ils sont venus nous voir. Ils nous ont apporté des frusques et puis encore d'autres choses. La femme, elle pleurait, elle gueulait, mais il n'y avait rien à faire. Quand elle est partie, je lui ai donné 2 rations de pain pour qu'elle les rapporte en cadeau à la maison. Quand on a eu bien pleuré, on a envoyé le bonjour à nos enfants, à tous les bons chrétiens. Pour la route, on nous a mis les menottes. 2 par 2 qu'on allait. Moi, j'étais avec Ivan. À Novgorod, on nous a photographiés, on nous a rivés à la chaîne, on nous a tondu le crâne. Puis on nous a expédiés à Moscou. Tant qu'on était à Moscou, on a envoyé un recours en grâce. Je me rappelle pas comment qu'on a fait le voyage d'Odessa. Mais c'était bien. À Odessa, on nous a envoyés au docteur, qui nous a posé des tas de questions, qui nous a fait déshabiller tout nus, nous a auscultés des pieds à la tête. Après, on nous a rassemblés, on nous a expédiés au bateau. Là,
Il y a eu des soldats, des cosaques à côté de nous pour nous conduire à l'escalier. Puis on nous a installés dans le dedans. On était installés sur des bas flancs, un point c'est tout, chacun sa place. Sur celui du haut, on était 5. Au début, on se rendait pas compte. Puis après, il y en a qui disent « Ça y est, on est parti ». On a vogué, puis voilà le roulis qui a commencé. Il faisait si chaud qu'on s'était mis tout nu. Et il y en avait qui dégueulaient, d'autres pas. Là, bien sûr, on passait tout son temps couché. Pour une tempête, c'était une tempête. Ça vous envoyait valdinguer de tous les bords. Alors, à force de voguer, ça a fini par arriver. Ça a fait un de ces carambolages. Il y avait de la brume. Puis ça a été la nuit. Quand on a pris ce coup et qu'on s'est arrêté, ça continuait à tanguer sur les rochers. Tu sais, même qu'on croyait que c'était du gros poisson qui nous balançait par en dessous, qui nous retournait notre bateau. Ils ont eu beau tirer en avant, pas moyen de nous décrocher. Et se sont mis à tirer en arrière, ça a fait un trou dans la carène. Alors ils ont voulu la calfater avec une voile, mais ils avaient beau bourrer, il n'y avait pas moyen. Il y avait de l'eau jusqu'au plancher où on était assis. Alors ils se mettent à supplier « Nous laissez pas périr, votre noblesse !» Alors lui d'abord, il fait comme ça. « C'est pas la peine de pousser et de me supplier, je laisserai périr personne. » Puis l'eau est montée jusqu'au bas-flanc du dessous. Les chrétiens se remettent à se bousculer, à supplier. Le barine nous dit « Je vais vous lâcher, les gars, mais pas de révolte, hein, sinon je vous descends tous comme des lapins. » Il nous a lâchés. Après, on a fait une prière pour que le bon Dieu apaise les eaux, nous sauve de naufrage. À genoux qu'on priait. Après la prière, on nous a distribué des biscuits de mer, du sucre, et la mer s'est calmée. Le lendemain, ils nous ont emmenés à terre dans des péniches. À terre, il y a encore eu prière. Après, on nous a transportés sur un autre bateau, un bateau turc. On nous a amenés ici, à Alexandrovsk. On nous a fait débarquer en plein jour. Seulement, on nous a fait attendre un bout de temps. On nous a emmenés qu'il faisait déjà nuit. Et nous voilà, bons chrétiens, à avancer à la queue leu-leu, sans compter qu'il y en avait qui avaient pris la vue basse. On se tenait les uns après les autres. Il y en avait qui voyaient, d'autres qui n'y voyaient pas. Alors comme ça, on s'accrochait les uns aux autres. Moi, j'en emmenais une dizaine derrière moi. On nous a conduits jusqu'à la cour de la prison, puis on nous a distribués par baraque, où qu'était notre place, quoi. Ce soir-là, chacun a mangé ce qu'il avait. Le lendemain matin, on a commencé à nous distribuer ce qui nous revenait. On s'est reposé 2 jours. Le 3e, ils nous ont envoyés au bain. Le 4e, au travail. D'abord, on a creusé les tranchées du bâtiment où il y a l'hôpital militaire de Stan. On l'a essouché, nettoyé, creusé, tout et tout. Comme ça pendant une quinzaine, peut-être ben un mois. Après, on a ramené des rondins de Mikhailovka. On les halait à peu près sur 3 verstes, puis on les entassait près du pont. Après, on nous a envoyés au potager, creuser des trous pour l'eau. Puis le temps des foins est venu. On nous rassemble, bons chrétiens. On nous demande qui s'est fauché. Ceux qu'on dit qu'ils savaient, on les a marqués sur la liste. On nous a remis du pain, du gruau, de la viande pour toutes les squads. On nous a expédiés avec un garde-chiourme faire les foins à Armoudan. J'avais pas à me plaindre de la vie. Le bon Dieu me donnait la santé. J'étais un bon faucheur. Les autres, notre gardien les battait. Moi, il me disait jamais un mot de trop. Il n'y a que les autres qui m'engueulaient parce que j'allais trop vite. Enfin, ça fait rien. Quand j'avais du temps de libre, quand il pleuvait, je me tressais des chaussons. Les autres, ils dormaient pour se remettre. Moi, je tressais mes chaussons. J'en vendais à raison de 2 rations de viande la paire, ce qui faisait 4 kopecks. Une fois les foins faits, on est rentré, on nous a remis en prison. Après, Sachka, un colon forcé de Mikhailovka, m'a pris comme ouvrier. J'y faisais tout, en fait, de travaux des champs. La moisson, le battage, l'arrachage des pommes de terre, tandis que Sachka, il livrait les rondins à ma place. Tout ce qu'on avait comme nourriture, on le touchait du trésor. J'ai travaillé comme ça 2 mois et 4 jours. Sachka m'avait promis des sous, mais il m'a rien donné. Enfin, rien qu'un pouls de 16 kilos. Il m'a ramené à la prison et remis au gardien. On m'a donné une hache, une corde et va t'entraîner les bûches. J'entretenais 7 poêles. Je vivais dans une yourte. Je portais l'eau. Je balayais pour le prévôt de cellule. Je surveillais le Maïdan d'un tatar de Magza. Dès que je rentrais de travailler, il me confiait son Maïdan, je faisais le vendeur et il me payait 15 kopecks par jour. Au printemps, quand les journées sont devenues plus longues, je me suis remis à tresser des chaussons. J'en demandais 10 kopecks la paire. En été, je me suis fait flotteur de bois. Je m'en suis fait un grand tas que j'ai revendu au Youpin qui tient les bains. Je
Je me suis aussi mis de côté 60 grumes que j'ai vendues, 15 kopecks pièce. Ce qui fait que je vais, mon petit bonhomme de chemin, à la grâce de Dieu. Seulement, j'ai pas le temps de bavarder avec toi, votre haute noblesse. Faut que j'aille quérir de l'eau. Tu vas bientôt passer colon. Dans 5 ans, à peu près. Le pays te manque? Non. La seule chose qui me fasse peine, c'est mes enfants. Ils sont pas malins. Dis-moi, Yegor, à quoi tu as pensé quand on t'a conduit au bateau à Odessa? J'ai fait ma prière. Quelle prière? Que le bon Dieu envoie un peu d'idées et de sagesse à mes enfants. Pourquoi t'as pas fait venir ta femme et tes enfants à Sakhaline? Parce qu'ils sont bien à la maison. Voilà, 2 portraits. Il y en a tellement d'autres, tellement d'autres, tellement d'autres. On passe là, parmi tous les paysages, et demain, on partira plus côté voyage. Tchekhov, île de Sakhaline, note de voyage. Le folio, traduction Lily Denis. Et pour moi, il y a ça aussi. Il y a un texte, tu l'as lu à l'intérieur de toi, et tu le reprends à la voix. Qu'est-ce que ça change? Et puis, cette question qui pour moi n'a pas de solution énonçable. Qu'est-ce qui fait que quand tu construis le récit, le portrait d'un personnage réel, d'après la rencontre, l'outil vient de ton travail dans la fiction? Et en quoi, quand tu construis de tels portraits, si c'est l'art de la fiction qui te permet de les dresser comme là, il les dresse, c'est quoi le rapport de la fiction au réel? En tout cas, pour moi, il n'y a pas d'autre chemin que de partager là, Tchekhov, île de Sakhaline, ensemble.